Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur l'échiquier international en direct de Al24 News. Tout de suite, nous continuons. 90e jour, effectivement, de bombardements sur Gaza. Les bombardements se multiplient. Israël négocierait avec la République démocratique du Congo, la RDC, pour accueillir des Palestiniens de la bande de Gaza. L'information relayée par le Figaro. L'entité sioniste multiplierait ainsi les négociations avec ses alliés dans les coulisses, et d'ailleurs, il ne s'en cache même plus. Les discussions portent sur ce qui est appelé aujourd'hui l'avenir de la population palestinienne après la guerre, alors que ce genre de propos a été condamné par Washington et exclu par Biden, qui affirme qu'il n'a jamais été question de transfert de la population palestinienne de Gaza. Tony Blair a dû à son tour démentir dernièrement les propos qui lui ont été attribués par les médias sionistes selon lesquels il aurait accepté de jouer l'intermédiaire pour ce qu'il est ou pour ce qu'ils ont appelé, encore une fois de plus, l'immigration volontaire entre deux guillemets des Palestiniens de Gaza. Même si cette information a été démentie, il faut le dire, par l'ancien Premier ministre ou plus exactement par sa fondation, la fondation qui porte son nom, Tony Blair, toujours est-il que les faits sont là, l'intention de vider Gaza de ses habitants et de les remplacer par des colons sionistes n'est pas une vue de l'esprit, mais bien une réalité que Ben Gvir et Smotrich tentent de concrétiser par tous les moyens sur le terrain. On en est là aujourd'hui. Alors pour en parler aujourd'hui, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Salman El-Harfi, ancien ambassadeur de Palestine en France. Il est avec nous en direct par téléphone de Ramallah. Monsieur Salman El-Harfi, bonsoir, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir à vous. Et bien entendu, monsieur Badis Khnissa, analyste de politique internationale et également président du think tank Émergence. Badis Khnissa, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, pour commencer, M. Salman El-Harfi, avec tout ce qui se passe, donc 90 jours de bombardement, disons-le, 3 mois de bombardement sur Gaza, et le carnage se poursuit aujourd'hui avec ces bombardements sur Khan Younes. L'entité sioniste ne lâche rien, et d'ores et déjà, on parle de plus en plus, justement, de ce qu'on appelle le transfert, ou si vous voulez, comment faire sortir les habitants de Gaza et les mettre dans un autre endroit. D'ailleurs, le Figaro a publié dernièrement, comme je le disais, que l'entité sioniste serait en train de négocier avec ses alliés, y compris la RDC, pour que des Palestiniens puissent donc être déportés. On va lâcher le mot. Est-ce que vous pensez qu'il faut prendre ces déclarations au sérieux, Salman El-Harfi? Tout d'abord, merci pour vous et merci pour vos efforts qui toujours à côté de le peuple palestinien. 90 jours de continuation de commettre des crimes, des génocides contre le peuple palestinien. Le peuple palestinien résiste. C'est une carnage, comme vous l'avez dit. Toute tentative de nettoyage ethnique commis par Israël et maintenant qui négocie avec tel ou tel pays, nous considérons chaque pays qui accepte le point de vue israélien comme complice de commettre un crime contre le peuple palestinien. C'est alors que nous faisons appel à nos frères en République démocratique du Congo, aussi bien d'autres pays, tous les pays qui n'encouragent pas Israël à commettre plus de crimes contre notre peuple, et ne soyez pas partenaires d'Israël de commettre un crime contre le peuple palestinien. Nous considérons M. Blair non venu en Palestine, et c'était quelqu'un qui a un criminel de guerre, qu'il a commis 1,5 million de morts en Irak. Il voulait encore participer à un crime de génocide contre le peuple palestinien en complicité avec le gouvernement israélien.
ce n'est pas que M. Smotrich ou bien Ben Gvir seulement, c'est une politique des États-Unis et du gouvernement israélien. Oui, d'ailleurs, il faut dire, Badis Khnissa, d'abord, je vous repose la même question. Est-ce que ce sont des propos qu'il faut prendre au sérieux parce que ça devient de plus en plus récurrent, cette histoire de déportation, de transfert, d'immigration volontaire. Il y a eu plusieurs appellations pour camoufler justement l'horreur de ce qui va se passer, c'est-à-dire tout simplement la déportation. Mais je pense qu'il faut nuancer en tout cas, puisque l'entité sioniste a, rappelons-le, depuis quelque temps déjà, au lendemain du 7 octobre et au lendemain de cette opération militaire, vit, je dirais, dans une utopie, vit dans une espèce de dichotomie entre la réalité et entre ses désirs. C'est un rêve éveillé aujourd'hui, en fait. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut véritablement mesurer les propos de cette entité sioniste qui est en perte de vitesse, qui, d'échec en échec militaire, politique, géopolitique, se trouve au pied de mur, qui aussi essaye tant bien que mal de s'inventer des perspectives de sortie de ce bourbier dans lequel elle s'est mise, notamment face à une résistance indéfectible, face à un peuple solide, droit dans ses bottes, aux côtés de sa résistance. Donc, que voulez-vous? Donc, cette entité sioniste aujourd'hui prend ses désirs pour des réalités et essaye d'inséminer, comme elle sait bien le faire à travers son levier de propagande assez fort, faut-il rappeler, puisque ça implique plusieurs personnalités de par le monde, ça implique des orientations politiques, ça implique aussi parfois même, malgré certains États, leur implication, notamment vis-à-vis des États-Unis, puisque je reviens hélas sur un jalon très important, si vous me permettez, qui, pour moi, aujourd'hui entraînerait ou jouerait considérablement dans la mutation de cette guerre vers un conflit régional, vers une guerre ouverte, qui est celle de l'assassinat odieux et lâche du numéro 2 du Hamas à Beyrouth, dans ses bureaux, notamment à 80 km au-delà des frontières israélo-libanaises, qui, pour moi, est un glissement vers l'inconnu, mais on pourrait en parler peut-être plus tard et en analysant un peu plus dans les détails, les tentatives, ou en tout cas ce piège que essaye Israël de mettre en perspective pour essayer de réorienter son conflit vers une guerre ouverte dans laquelle elle impliquerait les États-Unis, bon gré, mal gré, je dirais, puisque cet assassinat n'a été, je dirais, notifié à Joe Biden que lors des débuts de l'opération. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, nous avons affaire à une bête sauvage, à une machine à tuer des civils qui n'a chaque jour aucune perspective de sortie, en tout cas par le haut, puisqu'elle ne fait que tuer et assassiner à travers un génocide public des populations isolées, innocentes, au lieu de s'attaquer, comme elle le disait en tout cas depuis le début, à la résistance. Mais elle sait pertinemment que cette résistance sera toujours debout d'ici 3, 4, 5 ans, d'ailleurs du propre aveu des spécialistes, des experts et même des anciens responsables israéliens, notamment ceux du Mossad et même ceux de l'ancien ministre de la Défense, Ehud Barak. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, j'en prends pas rigueur, je vous dirais, de ces propos, puisque demain sera une autre histoire, demain ce sera une autre chimère qu'elle sortira, qu'elle brandira pour essayer encore une fois de peut-être cacher les apparences. Mais aujourd'hui, vous conviendrez que les apparences sont claires et nettes. L'entité sioniste est décrédibilisée de par sa force militaire, mais également par sa force politique et géopolitique, parce qu'il allait lâcher par plusieurs États, notamment occidentaux, puisque ce glissement et ce choix d'assassinat, ce choix unilatéral, de l'assassinat du numéro 2 du Hamas, invoquerait le spectre de cette guerre ouverte, comme je l'expliquais, contre le Hezbollah, mais aussi contre ce qu'elle considère comme le soutien indéfectible du Hezbollah, à savoir l'Iran, cet ennemi juré de l'entité sioniste. Et je pense qu'aujourd'hui, l'entité sioniste souhaite créer cet engrenage, cet embrasement de la région pour user peut-être de son échec contre la résistance palestinienne pour aller vers une guerre plus ou moins, entre parenthèses, symétrique et non pas de guérilla, pour qu'elle puisse aussi engranger, un temps soit-il, dans son rêve en tout cas éveillé, des dividendes ou des victoires en impliquant les États-Unis malgré elle.
Oui, alors justement, on a l'impression que Israël tente justement d'impliquer les États-Unis dans ce qu'elle n'a pas envie de faire. Par exemple, les déclarations, par exemple, de Ben Gvir, les Ben Gvir et les Smotrich qui sont en train de faire des déclarations à gauche et à droite en disant que nous avons des alliés, pour reprendre leurs propos. Nous avons des États amis qui sont prêts à accueillir les Palestiniens. Ce sont là les propos donc de Ben Gvir ou encore de Smotrich qui dit qu'il faut absolument raser Gaza et ramener d'autres colons. Alors, ce genre de propos, est-ce qu'il ne présage pas, M. Salman al-Harfi, d'un plan bien étudié et qui peut-être a de fortes chances de connaître le jour, puisqu'on a vu 90 jours de bombardement sans qu'il y ait la moindre réaction. Alors, qu'est-ce qu'il dira ou qu'est-ce qu'il dit que demain, il y aura une réaction si une telle opération est lancée? Alors, tout d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une politique planifiée, supporté par les États-Unis, planifié par le gouvernement israélien, planifié par les États-Unis pour un nettoyage ethnique des peuples palestiniens, du territoire palestinien occupé. Et ça, c'est d'une part. De l'autre part, c'est une politique du gouvernement israélien, exécutée par le gouvernement israélien, exécutée par le gouvernement américain. La preuve que les États-Unis assistent dans le gouvernement, le groupe qui dirige, dans l'état-major de la guerre. Et en plus de ça, c'est une déclaration officielle du Premier ministre, des ministres, du ministre de la Défense, du ministre des Affaires étrangères, du ministre des Finances, M. Smotrich, et le criminel Ben Gvir, qui est ministre de la Sécurité. C'est une politique de gouvernement. Et ce n'est pas une politique ou bien des déclarations des ministres comme il prétend certains cercles dans les États-Unis. La guerre qui dure 90 jours, c'est parce que les États-Unis bloquent le Conseil de sécurité, malgré l'appel du secrétaire général de faire un cessez-le-feu immédiat, malgré toutes les agences des Nations Unies, toutes les agences humanitaires dans le monde, mais les États-Unis qui empêchent ce cessez-le-feu et il participe dans la guerre activement. Il y a des soldats américains, il y a des soldats britanniques, il y a des soldats français, il y a des soldats italiens. C'est une guerre de l'Atlantique contre le peuple palestinien. C'est pas quelque chose que nous, on l'invente, c'est des choses qui sont touchées sur terrain. Et c'est de la déclaration de la presse israélienne elle-même qui parle de ça. Et ce n'est pas une double nationalité. Non, il y a des mercenaires américains, il y a des mercenaires français, il y a des mercenaires espagnols. On a déjà évoqué ce sujet, oui. Les gouvernements qui ont reconnu ça. Et il y a des forces officielles américaines qui participent dans le combat contre notre peuple. Oui. Alors, notre résistance continue et nous faisons appel à la communauté internationale d'intervenir immédiatement, et parce qu'il y a plus que de temps, plus qu'il y a une famine qui touche les enfants, il y a une minuterie de l'eau, de médicaments, il y a toute l'infrastructure sociale et médicale était détruite pour la population palestinienne à Gaza, et cette massacrade s'est étendu à la Cisjordanie, dans tous les camps de réfugiés palestiniens pour mettre fin même à la question des réfugiés. Il y a dans le réfugié. Donc ce n'est plus une question de Hamas. Tolkar, et dans les réfugiés de Ramallah et de Nablus, et même dans toutes les villes de la Cisjordanie, y compris dans Al-Quds. Très bien. Oui. Oui. Oui, effectivement. De Hamas, c'est quoi? Je disais que ce n'était plus une question de Hamas, parce qu'à Gaza, on combat contre Hamas. En Cisjordanie, on combat contre lui. Celui qui est visé, c'est le peuple palestinien tout entier. C'est le peuple palestinien tout court, oui. Et hier aussi, avant-hier, qu'ils ont assassiné un grand leader, un leader de l'unité nationale palestinienne, le frère Saleh Harouri, qui est une personnalité palestinienne éminente et un militant courageux, un militant de l'unité nationale palestinienne, et qui était assassiné. C'était un crime contre l'humanité, et aussi c'était une violation de la souveraineté d'un État souverain, qui c'est le Liban, et dans une capitale arabe.
et ne voyons pas la réaction de l'Europe qui est fait de poids, de mesure, ni des États-Unis, ni de ça. Et ça veut dire qu'Israël, il a le droit de frapper où il veut, mais sans condamnation, parce qu'il est protégé par l'hypocrisie européenne et par le soutien américain. Très bien. Alors, effectivement, on va parler pourquoi aujourd'hui l'entité sioniste essaye d'étendre le conflit en dehors de ses frontières, à savoir des bombardements sur le Liban, en Syrie, dans l'aéroport de Ladikiyeh, et dernièrement aussi l'Iran, à 2 reprises, après avoir tué donc un cadre, un militant. C'est des bombardements. Hier, c'était une explosion donc au tombeau ou aux proximités du tombeau de Qasem Soleimani. Donc, justement, Badis Khanissa, est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, devant le fait accompli de l'échec, parce qu'il faut le constater en dépit des bombardements, l'entité sioniste essaye justement d'entraîner les États-Unis dans l'embrasement de cette région pour un petit peu camoufler cet échec? Effectivement, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que tout est calculé, tout est question de manipulation également. Encore une fois, cette mutation vers un conflit et vers une guerre ouverte est minutieusement préparée et orchestrée, puisque au-delà de l'échec qu'elle a connu l'entité sioniste sur la terre de Gaza, la terre sainte de Gaza, il faut croire. Surtout avec la visite de Blinken. On va revenir vers Badis Khanissa tout à l'heure. Je disais, Salman El-Harfi, est-ce que le fait de frapper le Liban, de frapper la Syrie, de frapper également l'Iran, n'était pas une certaine forme d'entraîner les États-Unis sur plusieurs fronts, au Moyen-Orient? Non, ça c'est un jeu américano-israélien, un jeu atlantique. Le plan, c'est de contrôler les ressources de pétrole, de l'énergie dans le Moyen-Orient. Et c'est Israël, il a un grand plan de faire Israël, la grande Israël de Nil jusqu'à l'Euphrate. Et Israël, il a perdu son poids stratégique aux yeux de ses alliés. Il veut le récupérer, soit l'armée israélienne ou bien M. Netanyahu qui veut maintenir sa place comme Premier ministre. Mais les États-Unis fait partie intégrante de ce plan. Et mais ce jeu de camouflage, comme ils disent, ils sont contre le nettoyage ethnique des Palestiniens forcé, mais ils sont avec l'immigration, avec d'encourager de mettre les Palestiniens dans une situation de s'enfuir de l'enfer qui sont là-dedans. Ça, c'est permis. Mais ça, c'est les États-Unis, c'est l'origine du problème, c'est la politique des États-Unis dans la région. Israël, ce n'est pas qu'une base militaire avancée pour les États-Unis et l'Atlantique. Oui. Monsieur Salman El-Harfi, alors il y a comme un partage, je ne sais pas si Badis Khanissa est avec nous. Badis Khanissa est avec nous. Alors, Badis Khanissa, il y a quand même un jeu assez malsain. Je ne sais pas si c'est une impression ou c'est vraiment la réalité des choses. Alors, entre des déclarations qui sont très plus ou moins correctes, par exemple, on va voir, cette rhétorique est incendiaire et irresponsable. Ça, c'est les déclarations du porte-parole du département d'État, Matthew Miller, donc, qui a dit que, de toute façon, Gaza est une terre palestinienne et le restera sans le contrôle de Hamas et sans le terrorisme, parce qu'il compte absolument en finir avec le Hamas. De l'autre côté, on a l'entité sioniste qui essaye d'allumer plusieurs foyers de tension et d'embraser la région. Alors, finalement, on n'a pas l'impression que c'est un jeu de rôle partagé entre les deux pays pour essayer de déstabiliser la région du Moyen-Orient autant que faire possible. Alors, effectivement, vous avez employé le mot juste, c'est un jeu de rôle, effectivement, même si parfois on a tendance à voir et à croire, en tout cas selon les indicateurs, que les États-Unis parfois est embourbé malgré elles dans certains actes, notamment le dernier qui est l'assassinat, comme j'ai qualifié tout à l'heure, d'odieux du numéro 2 Larori au Liban, à Beyrouth, mais au-delà de la symbolique, puisque c'est au sein même, au cœur du bastion du Hezbollah. Donc l'entité sioniste, je pense, malgré certaines frictions avec l'administration Biden,
Rappelons-le que Joe Biden ne porte pas dans son cœur Netanyahou, pour plusieurs raisons. Ceci étant, bien évidemment, lobbying oblige et soutien indéfectible historique dans l'ADN des États-Unis oblige. Donc, ils se doivent en tout cas, de soutenir et consolider leurs relations et surtout les perspectives, notamment de l'entité sioniste dans la région. Donc, j'ai envie de vous dire, effectivement, il y a de cela. Ceci étant, la nouvelle tournure, pour finir juste mes propos avant d'être coupé tout à l'heure, c'est que l'entité sioniste essaye aujourd'hui de contourner, de créer un piège, comme j'ai expliqué, où j'irais même elle et le Hezbollah notamment. D'ailleurs, le Hezbollah, au lendemain de son deuxième discours à la nation du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, l'entité sioniste avait purement et bien compris que le Hezbollah serait dans une guerre, comme il l'a fait depuis quelque temps, d'attrition, ce qu'on appelle, de friction, mais d'usure, et non pas de guerre frontale. Donc c'est pourquoi elle a aujourd'hui, de l'aveu même des spécialistes et des experts militaires de l'entité sioniste, rentré dans une troisième phase de stratégie militaire, à savoir le retrait, d'abord, faut-il le rappeler, de plusieurs brigades qui représentent plusieurs milliers de soldats israéliens. Est-ce parce qu'effectivement, même si je n'ai pas l'once d'un doute qu'il y a un échec cuisant, militairement parlant, sur le terrain et l'opération militaire, mais cela peut aussi, en complémentarité, signifier pour démobiliser et remobiliser un peu plus vers les frontières libanaises. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison, comme j'expliquais tout à l'heure, l'entité sunnite souhaiterait user de cette opportunité, entre parenthèses, d'échec sur Gaza pour gagner un semblant de victoire avec les États-Unis comme soutien. Rappelons-le qu'un porte-avions sur deux se trouve dans la mer Rouge, que les États-Unis tout de suite a fait dépêcher Blinken dans une opération de pression dans la région et même vis-à-vis de l'Iran pour essayer d'endiguer l'hémorragie. Mais on voit bien que l'enfant turbulent, l'enfant voyou, qui est celui de l'entité sunnite, essaye d'embourber la région et d'embourber aussi les Occidentaux, puisque au lendemain de cet assassinat au Liban, plusieurs États occidentaux ont levé le ton, entre parenthèses, je dis bien subtilement, puisqu'ils savent qu'une guerre ouverte qui tendrait vers les frontières libanaises équivaut à un cataclysme géopolitique et géostratégique. Et là, je reviens aussi sur les propos de M. Hafi, sur cette géométrie variable de l'Occident. Mais pour le Liban, faut-il le rappeler, certains intérêts sont à défendre, notamment pour certains pays européens comme la France. Donc, la donne est quelque peu différente, malheureusement. Donc oui, j'ai envie de vous dire que l'entité sioniste, aujourd'hui, essaye, dans un dessein sibyllin, dans un dessein pernicieux, à vouloir jeter de l'huile sur le feu. Et il n'y a qu'à voir, justement, aujourd'hui, où ils se tiennent, je dirais, en position frontale entre l'entité sioniste et le Hezbollah, pour, comme je dirais, se tester sur le seuil de la guerre, pour celui qui flanche le premier. Voilà. Celui qui flanche le premier. Une sorte de provocation. Maintenant, absolument. Faut-il rappeler aussi que le Hezbollah, de son côté, est face à un choix cornélien, face à un dilemme, puisque ouvrir les portes de la guerre, quand on se rappelle de 2006 et la pluie d'été, notamment sur Gaza, où l'entité sioniste ne s'est pas empêchée de justement jeter son dévolu sur les Hezbollah et sur le Liban, puisqu'il y a destruction d'infrastructures. Il y avait plus de 1500 morts à l'époque. Aujourd'hui, le Liban n'est pas dans la même position, politiquement parlant, économiquement parlant. Oui. Très bien, Monsieur Badr Nissa. C'est juste pour donner la parole à Monsieur Salman Al-Harfi. Monsieur Salman Al-Harfi, plus que 2 minutes pour conclure, moins de 2 minutes pour conclure. Alors, est-ce que vous pensez que c'est aujourd'hui... D'ailleurs, est-ce que vous voyez une fin à ce tunnel? Et surtout, est-ce que vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, on puisse parler de la déportation des Palestiniens vers la République démocratique du Congo? Est-ce que ça dépasse l'entendement? Les Palestiniens ne sont pas un objet pour être transférés comme il veut le gouvernement israélien. Ça, c'est un projet qui a commencé depuis plus de 70 ans. Et là, ils ont tenté ça en 1955. Et ils ont échoué. Et ça, notre peuple, il a battu sa vie pour reconquérir sa terre, pour avoir son indépendance, pour avoir son liberté, pour mettre fin à ce conflit. C'est le retrait israélien de territoire
occupée palestinienne, c'est l'occupation, mettre fin à l'occupation israélienne du territoire palestinien, établir l'État démocratique et indépendant. Merci beaucoup, M. Salman El-Harfi. Merci beaucoup, M. Salman El-Harfi. Merci, le message est passé et clair, que ce ne sont pas une marchandise avec laquelle on peut justement faire des transactions. Merci à nos invités, étaient avec nous donc successivement. Salman El-Harfi, ancien ambassadeur de la Palestine en France, et bien sûr Badis Nissa, qui est analyste des questions politiques internationales, mais également président du think tank Émergence. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.